Après, on a interrogé Éric de Martin-Pré, parce que Chabannes avait dit dans sa déposition, je suis le chef, mais j'ai deux adjoints, Éric de Martin-Pré et Pierre Butin. On a donc fait venir à la barre Éric de Martin-Pré, et là on a assisté à un beau morceau de théâtre, de cinéma, de bravoure, d'invention, de comédie, incroyable. Éric de Martin-Pré s'est dit indigné d'être traîné devant un tribunal, que tout ça n'était qu'affabulation et mensonge de la part de Chabannes, qu'il n'avait jamais été l'adjoint de Chabannes, et du reste qu'il ne voulait faire partie d'aucun mouvement anti-allemand ou pro-gaulliste ou quoi que ce soit, puisqu'il avait prêté serment au maréchal Pétain de fidélité à la cause du maréchal et à l'État français, puisqu'il rentrait à l'école de Saint-Cyr comme élève officier, et qu'à tous les élèves officiers, on avait été réunis dans la cour de Saint-Cyr et on leur avait demandé de prêter serment solennellement et tous ensemble au maréchal et à l'État français. Et de Martin-Pré disait, messieurs, comment pouvez-vous penser, vous êtes militaires, vous avez quand même l'esprit militaire, je vais être militaire, je suis petit-fils de militaire, comment pouvez-vous penser qu'un militaire serait parjure à sa parole et que d'un côté il prêterait serment au maréchal et que d'un autre côté il servirait la cause des Alliés par l'intermédiaire de M. Chabannes, que je connais à peine et dont je ne suis pas du tout l'adjoint. Et il a fait tout ce discours en un allemand parfait. En allemand. Pas un mot de français. Tout en allemand. On était béats d'admiration. Et avec une force, une conviction qui a entraîné la réflexion du tribunal, puisque Éric de Martin-Pré, à la fin du procès, n'a eu qu'un non-lieu. Éric de Martin-Pré est parti en Allemagne et est mort en Allemagne avec un non-lieu prononcé par le tribunal. Il n'y a pas que lui du reste, il y en a d'autres. Mais il n'a pas eu de peine, il n'a pas eu de peine de prison, il n'a pas eu de condamnation. Éric de Martin-Pré a eu un non-lieu qui malheureusement n'a pas été efficace. Il a été ramené à la prison de Fresnes, et puis à la prison de Fresnes, comme le jugement a été cassé, mais ça c'est un autre chapitre. À qui va-t-on interroger après? Ah, Lucien Francia. Lucien Francia s'est très très bien débrouillé aussi. Il a dit, oh, moi, je ne connais pas du tout l'allemand. On m'a demandé d'imprimer des trucs en allemand. J'ai imprimé des trucs en allemand. Je ne sais pas du tout ce que j'ai imprimé. Et je ne sais pas du tout qui me les a fait imprimer. Si c'est mon patron, monsieur Lachèvre, ou si c'est un client, monsieur X ou Y, moi, on m'a donné un boulot à faire, j'ai fait le boulot. Et je crois que Lucien Francia a dû avoir quand même pour négligence 1 an ou 2 ans de prison. 1 an, je crois. Après Lucien Francia, qu'y a-t-il? Vogler, que sa famille protégeait, il ne quittait jamais son papa et sa maman, il prenait le train avec eux tous les jours pour aller au travail chez son père et sa mère, qui étaient graveurs et émailleurs. Il faisait des insignes, des décorations, des choses comme ça. Monsieur Vogler, père, était un gaulliste acharné, fou, un gaulliste fou. Il faisait des réflexions à haute voix dans le train qui nous emmenait à Paris sur la saloperie d'Hitler, sur ces cons d'Allemands. Regardez, en blanc encore 2 qui rentrent, là vous avez vu la gueule qu'ils ont, etc.
il disait ça à haute voix, les gens lui disaient, mais monsieur, mais taisez-vous, mais taisez-vous, mais j'en ai rien à foutre, moi, de ces saloperies-là. Et Vauclair, lui, Pierre, le fils, Madame Vauclair était du même acabit que son mari, mais Pierre, lui, il avait l'air d'avoir un peu peur. Et puis, j'ai jamais trouvé que Pierre Vauclair avait une attitude normale, une tête normale. À mon avis, il était faible d'esprit. Il était légèrement faible d'esprit. Et je crois que c'est pour ça que ses parents ne le quittaient pas et qu'à l'usine d'émaillage, il devait avoir un petit boulot insignifiant de je sais pas quoi. Bon, l'affaire Vauclair, elle est terrible parce que les armes de Vauclair étaient les armes les plus sales qu'il y avait sur la table aux pièces à conviction. Et il y a eu une conversation entre le président du tribunal, Vauclair, qui ne savait rien dire, et l'avocat de Vauclair, qui a expliqué que Monsieur Vauclair avait été arrêté le premier et qu'il avait pu prévenir sa femme et lui demander de jeter dans la rivière, l'Oise, les armes qui se trouvaient, toutes les armes qui se trouvaient dans la maison, et notamment sous les matelas, que Madame Vauclair avait rassemblé tout ça, qu'elle avait tout jeté à la rivière, que à ce moment-là, on avait arrêté Pierre Vauclair, le père Vauclair restant chez lui, Pierre Vauclair, lui, étant arrêté le mercredi ou le jeudi, amené devant la Gestapo, parce que là, il ne s'agissait plus à ce moment-là de la police française. C'est la Gestapo qui l'a arrêté, il a été interrogé par la Gestapo. Et il a avoué que dans la maison, il avait caché des armes. Et on lui a dit, mais où sont ces armes? Ben, il dit, je crois que maman les a jetées dans le fleuve. Les Allemands, explique l'avocat, les troupes allemandes ont dragué l'Oise et ont remonté les armes, toutes abîmées, toutes encore presque ruisselantes d'eau, que vous avez sur la table des pièces à conviction. Et le président dit, mais là, il y a une très belle carabine, ce n'est pas une arme de guerre. Et Vauclair dit, non, c'est pas une arme de guerre, c'est une carabine que Sheringham m'a donnée. Alors on se tourne vers Sheringham qui vient à la barre, et le président dit, monsieur, vous avez donné cette belle carabine à votre ami Vauclair? Et Sheringham lui répond en allemand, il était hollandais, il parlait l'allemand couramment. Et il lui répond, il y a des années que M. Vauclair me demandait cette carabine, même avant la guerre, et finalement, pour lui faire plaisir, je la lui ai donnée. Je crois bien que Sheringham a eu aussi un non-lieu. Je vous dis, le juge, le président du tribunal, nous paraissait être un vieux grand-père plein de mansuétude pour les pauvres jeunes gens qu'il avait à juger. Et qu'il a minimisé les peines d'une façon incroyable. Mon avocat m'a glissé tout d'un coup dans l'oreille, « Monsieur, soyez heureux, j'ai réussi, l'accusation de constitution de franc-tireur n'est pas maintenue sur vous. »